Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de couverture vaccinale et évolution de l'épidémie de la Covid-19 dans différents pays du monde, et ceci afin d'estimer une balance bénéfice-risque des vaccins. Alors, quelle est la couverture vaccinale dans les différents pays du monde? Donc ici, vous avez les pays qui ont administré le plus de nombre de doses de vaccins pour 100 habitants. Donc, ce qu'on remarque d'emblée, c'est que les pays les plus vaccinés, ce sont les Émirats Arabes Unis, l'Israël, le Chili, le Royaume-Uni et la Mongolie. Et après, arrivent aussi en tête donc, des très petites îles. Et je ne me suis pas trop focalisée sur ce type de pays, étant donné leur nature insulaire. Donc les transmissions sont quand même différentes dans les îles. Et par le fait qu'ils avaient aussi peu d'habitants. Concernant les pays qui ont très peu administré de doses pour 100 habitants, on retrouve surtout essentiellement des pays d'Afrique ou d'Asie, qui souvent sont des pays à faible revenu. Au niveau mondial, quels sont les pays où il y a eu le plus de doses administrées, enfin au moins une dose? Donc en Asie, la Chine et la Mongolie, l'Occident avec l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest. Et puis pour ceux qui sont complètement vaccinés, qui auraient reçu un schéma vaccinal complet, arrivent en tête notamment la Mongolie et ensuite les pays occidentaux. Alors où en est-on de l'épidémie Covid à l'heure actuelle? Alors ça change tous les jours, il ne faut presque regarder tous les jours. Et quand j'ai regardé donc, le 22, eh bien globalement tous les cas diminuaient sur tous les continents, sauf en Amérique du Sud où on avait une remontée des cas. Alors bien sûr, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir évidemment des disparités locales. Donc en Asie, par exemple, les décès et les cas sont en augmentation en Mongolie. On a également l'Oman au Moyen-Orient, l'Afrique du Sud. Donc il faut toujours regarder un petit peu au niveau local parce que tous les pays ne se comportent pas forcément de la même manière au sein du continent. Donc maintenant, si on regarde les courbes épidémiques en fonction du nombre de doses de vaccins qui ont été administrées pour 100 habitants, alors la situation en Amérique du Nord, c'est que l'épidémie est en train de diminuer, le nombre de cas diminue, chez des pays qui ont administré plus de 80 doses de vaccins pour 100 habitants. En Amérique du Sud, donc là, ce qu'on peut voir, c'est que pour deux pays, par exemple le Chili et le Paraguay, qui ont des courbes épidémiques assez similaires, en fait, les taux, le nombre de doses de vaccins administrés par 100 habitants était totalement différent, avec le Chili qui a énormément vacciné, contrairement au Paraguay où il y a encore peu de doses de vaccins administrées. Concernant l'Europe de l'Ouest, donc là on est sur des nombres de doses administrées pour 100 habitants qui sont élevés, supérieurs à chaque fois à 70%. Mais ce qu'on voit, c'est que le Royaume-Uni, qui a pourtant administré le plus grand nombre de doses pour 100 personnes, en fait, est en pleine remontée des cas. Concernant l'Asie, tout est en diminution en Asie, sauf la Mongolie, qui est pourtant le pays qui affiche le plus grand nombre de doses de vaccins pour 100 habitants. Concernant l'Afrique, on a un peu la même situation avec l'Afrique du Sud, qui a certes peu vacciné, mais qui est le seul pays où il y a une remontée des cas, alors que un certain nombre de pays d'Afrique qui ont très peu vacciné n'ont pas de remontée des cas à l'heure actuelle. Et concernant l'Europe de l'Est, eh bien, les cas sont assez stables pour l'instant, que ce soit dans des pays comme l'Ukraine qui ont peu vacciné avec 5 doses pour 100 habitants, ou la Hongrie avec 95 doses pour 100 habitants. Alors, après j'ai voulu voir s'il y avait un lien entre l'augmentation, la variation des cas de Covid-19 en fonction donc, du nombre de doses administrées pour 100 personnes. Donc ça c'est le graphe qu'on obtient avec tous les pays du monde présents, les datas des pays du monde présents dans World in Data. Donc on voit que la courbe est très écrasée à cause du Cambodge et du Laos. Je l'ai donc refaite en enlevant ces deux pays pour que ce soit moins écrasé. Et ce qu'on peut voir, c'est que malgré des taux de vaccination avec plus de 100 doses administrées pour 100 personnes, on peut quand même avoir des variations du nombre de cas de 600 à quasiment 800%. Alors que la couverture vaccinale est quand même très importante. Alors maintenant, si on regarde l'évolution de l'épidémie dans les pays, dans certains des pays les plus vaccinés du monde, qu'est-ce qu'on voit? Que les Seychelles, c'est
assez en dents de scie. Ils ont été sur une grosse augmentation, puis maintenant ça a l'air de se stabiliser un peu. La Mongolie continue d'augmenter, et alors que les Seychelles affichent un taux de vaccinés avec les 2 doses, donc avec un schéma complet normalement, de 68%, donc quasiment 70%. Et quant à la Mongolie, elle est à 52% de complètement vaccinés 2 doses. Donc finalement, quelle que soit la couverture vaccinale, en fait, on peut avoir des évolutions très différentes, des pays plutôt stables, des pays en diminution ou des pays dont les cas augmentent. Alors pour ces 5 pays, j'ai fait la variation du nombre de cas en fonction du nombre de doses administrées pour 100 personnes. Et là encore, c'est assez disparate, hein, les courbes sont assez disparates, mais on peut noter que même pour des hauts taux de doses administrées, notamment plus de 120, en Israël, on voit qu'on peut quand même avoir une augmentation de 600 à 700% des cas. On a les mêmes phénomènes en Mongolie ou au Royaume-Uni. Donc finalement, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a un lien entre la couverture vaccinale et la variation des cas de Covid, et je me suis reposé la question de quelle était cette hypothèse de immunité collective qui, une fois atteinte, en fait, serait protectrice. Et donc cette notion d'immunité collective vient du modèle de Kermack et McKendrick, qui a été développé dans les années 20, et qui est un modèle à 3 compartiments, les sains, les infectés et les rétablis. Et j'ai regardé sur quelle hypothèse était basé ce modèle. Donc, il est basé sur les hypothèses suivantes, c'est-à-dire que les personnes infectées sont toutes infectieuses, donc elles peuvent toutes transmettre de la maladie et elles la transmettent toutes de la même façon. Donc il y a une homogénéité de la transmission. Il est basé aussi sur une hypothèse d'homogénéité de la susceptibilité à la maladie. Tous les individus sont également susceptibles à la maladie. Il y aurait une homogénéité de la répartition spatiale des différents sujets. Et ça fait l'hypothèse aussi que chaque personne guérie de cette maladie est immunisée pour toujours contre cette maladie et donc ne peut pas retomber malade. Ça fait fi de la possibilité d'une transmission manuportée par des objets inertes et ça fait fi d'une transmission zoonotique. Donc je me demande quelle est la validité de ce modèle et des calculs de l'immunité collective. Donc pour ça, en fait, il faut des travaux de mathématiciens qui sont spécialisés là-dedans, et notamment, je recommande les travaux de Vincent Pavon. Alors finalement, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu autant de courbes que de pays différents. J'ai vu que la courbe des cas ou des décès en fonction de l'évolution de la vaccination suit la courbe des cas et des décès en fonction du temps. Donc les courbes sont à chaque fois quasiment superposables. Donc finalement, comme si la variable vaccination n'avait pas beaucoup d'importance. La courbe de la variation des cas par semaine en fonction du nombre de doses reçues pour 100 personnes montre d'importantes variations en dépit de forts taux de couverture vaccinale pour certains pays. Et donc, voilà, de ces courbes, je ne sais que tirer au niveau de l'effet de la vaccination. D'autre part, il peut y avoir un problème et des biais parce que les variants peuvent être différents dans les différents pays. Il peut y avoir un effet également de la prise en charge et du traitement selon ce qu'appliquent les pays. Et donc, pour y voir plus clair, il serait nécessaire d'avoir le nombre de cas et de morts Covid ventilés par âge, par statut vaccinal et par les variants, et si on peut rêver aussi par différentes comorbidités, puisqu'on sait que les comorbidités, certaines comorbidités favorisent beaucoup les formes graves. Alors, le CDC a déjà fait une ventilation par statut vaccinal. Il a enregistré plus de 10 000 échecs vaccinaux. Et donc ça permet à ce moment-là de calculer le taux d'hospitalisation dans ces échecs vaccinales et la létalité chez les vaccinés. Et puis c'était heureux, mais ça y est, maintenant dans les datas, en tout cas du CDC, il y avait l'apparition d'hospitalisés et de décès avec le Covid, mais pas dû au Covid. Je vais donc retrancher des calculs. Malheureusement, le CDC a décidé de ne plus enregistrer tous les cas d'échecs vaccinaux, mais il va étudier seulement ceux qui entraînent une hospitalisation et un décès, et donc à mon sens c'est quand même une perte d'information qui est dommageable. Alors il y a eu d'autres data qui donnent des ventilations, donc on parle beaucoup du variant Delta, notamment au Royaume-Uni où il est en train de sévir, et donc ce qu'on voit sur les premières datas données par le gouvernement britannique, c'est que le variant Delta n'a pas une létalité extrêmement inquiétante par rapport aux autres variants. Il y a même une létalité qui est inférieure.
Alors ils ont regardé donc, le variant Delta et sa mortalité, sa létalité en fonction du statut vaccinal des patients. Et donc dans leur rapport numéro 7 qui allait jusqu'au 14 juin, on pouvait voir que la létalité du variant Delta chez les non-vaccinés était de 0,09%, mais que la létalité du variant Delta chez les vaccinés 2 doses était beaucoup plus forte, à 0,63%. Donc là, il y a une tentation qui est de dire oui, en fait, le vaccin provoque des formes graves, mais le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas toutes les datas, et surtout si elles ne sont pas ventilées par âge. Donc le problème, c'est ventilé par âge. Alors j'ai été heureuse parce que la semaine d'après, quand j'ai regardé le rapport 17, eh ben, ils avaient fait une ventilation par âge cette fois, par statut vaccinal et par âge. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que la létalité du variant Delta chez les non-vaccinés de plus de 50 ans est de 3,89, alors que la létalité du variant Delta chez les vaccinés de plus de 50 ans est à 0,9. Donc ce n'était pas le vaccin qui provoquait plus de morts chez les vaccinés. Par contre, il y a un résultat toujours étonnant qui me questionne, c'est que la létalité du variant Delta chez les vaccinés de plus de 50 ans, 2 doses, est à 1,41 versus une dose à 0,45. Donc ça, je n'explique pas, peut-être que c'est un biais sur les premières datas qu'on a et qu'on verra dans les autres rapports suivants que ça change. Concernant la balance bénéfice-risque des vaccins, il y a un nouvel article qui est sorti et qui a qui a essayé de déterminer au plus près cette balance bénéfice-risque, parce que comme vous le savez, donc, les essais de phase 3 ne sont pas terminés, donc il manque encore des datas, notamment concernant l'efficacité et la sécurité de ces vaccins. Donc comment ils ont évalué le bénéfice? En fait, ils se sont surtout appuyés sur cette étude israélienne que tout le monde connaît, qui a porté sur environ 1 million de personnes, donc c'est l'étude de Dagon et al., dont je rappelle qu'il y a 8 auteurs qui sont en conflit d'intérêts, soit direct avec Pfizer, soit avec des laboratoires pharmaceutiques. On peut donc penser que choisir cette étude pour l'estimation du bénéfice, eh bien, on va avoir plutôt un gros bénéfice pour le vaccin. Et sinon, ils ont aussi utilisé les études, donc des essais de phase 3. Donc, qu'est-ce qu'on voit concernant l'évaluation du bénéfice? Eh bien, basé sur l'étude de Dagon et al., eh bien, on voit qu'il faut entre 9 000 et 50 000 personnes vaccinées pour éviter un décès lié au Covid, avec l'estimation ponctuelle à 16 000 donc, dans l'étude de Dagan. Concernant ensuite l'évaluation des risques, ils ont regardé tout d'abord ce qu'il y avait dans la base de données européenne de pharmacovigilance, donc Ad Reports. Et là, c'était un peu l'étonnement parce qu'il y avait une grande disparité de déclaration des effets indésirables des vaccins, pouvant varier d'un facteur 47. Donc ça veut dire qu'il y a des pays qui déclarent beaucoup et d'autres pays qui déclarent moins, et donc il n'y a pas de raison, a priori, qu'il y ait plus ou moins d'effets indésirables dans divers pays. Donc finalement, ils ont décidé d'utiliser le registre néerlandais pour évaluer le nombre d'effets secondaires graves et mortels pour 100 000 vaccinations. Et donc, qu'est-ce qu'ils trouvent? À la fin, ils évaluent qu'il y a 16 effets indésirables graves et 4 décès qui sont provoqués par le vaccin pour 100 000 vaccinations. Donc, leur conclusion, c'est qu'on doit accepter 4 décès dus aux effets secondaires et 16 effets secondaires graves afin de sauver la vie de 2 à 11 personnes pour 100 000 vaccinations. Donc, à mon sens, dans cette estimation, quand même, il manque le nombre de formes graves de la Covid évitées par la vaccination, parce que soit on regarde que les décès, mais si on fait intervenir les effets secondaires graves mais non mortels, il faut faire intervenir les formes graves mais non mortelles de la Covid-19 également. Il manque les âges des décès évités par le vaccin et les âges des décès et effets indésirables dus au vaccin. Tout ça pour obtenir une balance bénéfice-risque complète et précise par âge, voire par comorbidité si jamais on pouvait avoir les datas. Parce qu'en effet, quand on regarde sur le site de la NSM, eh bien, les effets indésirables seraient quand même beaucoup plus fréquents. Alors la variation dépend évidemment du type de vaccin. Chez les plus jeunes, donc notamment ici avec AstraZeneca, on voit qu'il y a 52% des effets indésirables qui sont dans la tranche des 16-49 ans. Alors que l'âge moyen des décès de la Covid-19 est d'environ 82 ans. Donc en conclusion, il y a un besoin urgent des données des cas et des décès Covid, dont il est par âge, par statut vaccinal et par variant. Il y a la nécessité de savoir si les patients sont morts du Covid ou avec la Covid. Pourquoi? Pour évaluer la contagiosité et la létalité des différents variants.
pour évaluer l'efficacité réelle des vaccins contre les variants et pour détecter éventuellement un phénomène d'anticorps facilitateur des vaccins pour tel ou tel variant ou contre tous les variants. On a également besoin des données des effets indésirables des vaccins, qu'elles soient ventilées par âge. Tout d'abord, pour détecter les effets indésirables des vaccins dans certaines classes de population, puisqu'en général, si on a un surrisque de thrombose, c'est par rapport à la prévalence habituelle de la maladie, donc il faut avoir les deux ventilés par âge, et puis pour pouvoir calculer un bénéfice-risque des vaccins en fonction d'âge. Donc, comme dernier message, voilà, est-ce qu'il y a une corrélation entre la couverture vaccinale et l'évolution de l'épidémie Covid-19 Ça reste une question. Il y a une nécessité de rendre public toutes les données ventilées par âge, statut vaccinal, variant et traitement, et donc là faire un effort aussi au niveau du séquençage des génomes des prélèvements. Il y a la nécessité d'un calcul précis de la balance bénéfice-risque des vaccins par âge et par comorbidité. Et puis, sachant que les formes graves et les décès Covid-19 restent possibles, même chez des individus vaccinés, à la fin, il faudra quand même se préoccuper de mettre en place un réseau de soins correctement fait pour les patients atteints de la Covid-19. Et donc ça reste à réfléchir, notamment avant l'automne, où on pourrait quand même s'attendre à voir, selon l'épidémie, peut-être une remontée des cas de Covid-19.